par fierté, par indignation. Nous sommes si jeunes, si naïves, quand nous commençons la vie conjugale. La parole par laquelle il fallait demander de l'argent à mon mari me déchirait la bouche, je n'osais jamais. Je mangeais l'argent de mes économies et celui que me donnait mon pauvre père, puis je me suis endettée. Le mariage est pour moi la plus horrible des déceptions. Je ne puis vous en parler. Qu'il vous suffise de savoir que je me jetterais par la fenêtre s'il fallait vivre avec Nucingen, autrement qu'en ayant chacun notre appartement séparé. Quand il a fallu lui déclarer mes dettes de jeune femme, des bijoux, des fantaisies, mon pauvre père nous avait accoutumés à ne nous rien refuser. J'ai souffert le martyre, mais enfin, j'ai trouvé le courage de les dire. N'avais-je pas une fortune à moi? Nucingen s'est emporté. Il m'a dit que je le ruinerais, des horreurs. J'aurais voulu être à 100 pieds sous terre. Comme il avait pris ma dot, il a payé, mais en stipulant désormais, pour mes dépenses personnelles, une pension à laquelle je me suis résignée afin d'avoir la paix. Depuis, j'ai voulu répondre à l'amour-propre de quelqu'un que vous connaissez, dit-elle. Si j'ai été trompée par lui, je serais malvenue à ne pas rendre justice à la noblesse de son caractère. Mais enfin il m'a quittée indignement. On ne devrait jamais abandonner une femme à laquelle on a jeté, dans un jour de détresse, un tas d'or. On doit l'aimer toujours. Vous, belle âme de 21 ans, vous, jeune et pure, vous me demanderez comment une femme peut accepter de l'or d'un homme? Mon Dieu! N'est-il pas naturel de tout partager avec l'être auquel nous devons notre bonheur? Quand on s'est tout donné, qui pourrait s'inquiéter d'une parcelle de ce tout? L'argent ne devient quelque chose qu'au moment où le sentiment n'est plus. N'est-on pas lié pour la vie? Qui de nous prévient une séparation en se croyant bien-aimé? Vous nous jurez un amour éternel? Comment avoir alors des intérêts distincts? Vous ne savez pas ce que j'ai souffert aujourd'hui, lorsque Nucingen m'a positivement refusé de me donner 6 000 francs, lui qui les donne tous les mois à sa maîtresse, une fille de l'opéra. Je voulais me tuer. Les idées les plus folles me passaient par la tête. Il y a eu des moments où j'enviais le sort d'une servante, de ma femme de chambre. Aller trouver mon père, folie. Anastasie et moi, nous l'avons égorgé. Mon pauvre père se serait vendu s'il pouvait valoir 6 000 francs. J'aurais été le désespéré en vain. Vous m'avez sauvé de la honte et de la mort. J'étais ivre de douleur. Ah, monsieur, je vous devais cette explication. J'ai été bien déraisonnablement folle avec vous. Quand vous m'avez quitté et que je vous ai eu perdu de vue, je voulais m'enfuir à pied. Où? Je ne sais. Voilà la vie de la moitié des femmes de Paris. Un luxe extérieur, des soucis cruels dans l'âme. Je connais de pauvres créatures encore plus malheureuses que je ne le suis. Il y a pourtant des femmes obligées de faire de faux mémoires par leurs fournisseurs. D'autres sont forcées de voler leurs maris. Les uns croient que des cachemires de 100 louis se donnent pour 500 francs, les autres qu'un cachemire de 500 francs vaut 100 louis. Il se rencontre de pauvres femmes qui font jeûner leurs enfants et grappillent pour avoir une robe. Moi je suis pure de ces odieuses tromperies. Voici ma dernière angoisse. Si quelques femmes se vendent à leurs maris pour les gouverner, moi au moins je suis libre. Je pourrais me faire couvrir d'or par Nucingen, et je préfère pleurer la tête appuyée sur le cœur d'un homme que je puisse estimer. Ah, ce soir monsieur de Marsay n'aura pas le droit de me regarder comme une femme qu'il a payée. Elle se mit le visage dans ses mains pour ne pas montrer ses pleurs à Eugène, qui lui dégagea la figure pour la contempler. Elle était sublime, ainsi. Mêler l'argent au sentiment, n'est-ce pas horrible? Vous ne pourrez pas m'aimer, dit-elle. Ce mélange de bons sentiments qui rendent les femmes si grandes et des fautes que la constitution actuelle de la société les force à commettre bouleversait Eugène, qui disait des paroles douces et consolantes en admirant cette belle femme si naïvement imprudente dans son cri de douleur. Vous ne vous armerez pas de ceci contre moi, dit-elle. Promettez-le-moi. Ah, madame, j'en suis incapable, dit-il. Elle lui prit la main et la mit sur son cœur par un mouvement plein de reconnaissance et de gentillesse. Grâce à vous, me voilà redevenue libre et joyeuse. Je vivais pressée par une main de fer. Je veux maintenant vivre simplement, ne rien dépenser. Vous me trouverez bien comme je serai, mon ami, n'est-ce pas? Gardez ceci, dit-elle en ne prenant que 6 billets de banque. En conscience, je vous dois 1 000 écus, car je me suis considérée comme étant de moitié avec vous. Eugène se défendit comme une vierge, mais la baronne lui ayant dit « Je vous regarde comme mon ennemi si vous n'êtes pas mon complice ». Il prit l'argent. « Ce sera une mise de fonds en cas de malheur, dit-il. Voilà le mot que je redoutais, s'écria-t-elle en pâlissant. Si vous voulez que je sois quelque chose pour vous, jurez-moi, dit-elle, de ne jamais retourner au jeu. Mon Dieu,
moi vous corrompre, j'en mourrais de douleur. Ils étaient arrivés. Le contraste de cette misère et de cette opulence étourdissait l'étudiant, dans les oreilles duquel les sinistres paroles de Vautrin vinrent retentir. Mettez-vous là, dit la baronne en entrant dans sa chambre et montrant une causeuse auprès du feu. Je vais écrire une lettre bien difficile. Conseillez-moi. N'écrivez pas, lui dit Eugène. Enveloppez les billets, mettez l'adresse et envoyez-les par votre femme de chambre. Mais vous êtes un amour d'homme, dit-elle. Ah. Voilà, monsieur, ce que c'est que d'avoir été bien élevé. Ceci est du bosséen tout pur, dit-elle en souriant. Elle est charmante, se dit Eugène qui s'éprenait de plus en plus. Il regarda cette chambre où respirait la voluptueuse élégance d'une riche courtisane. Cela vous plaît-il dit-elle en sonnant sa femme de chambre. Thérèse, portez cela vous-même à monsieur de Marsay et remettez-le à lui-même. Si vous ne le trouvez pas, vous me rapporterez la lettre. Thérèse ne partit pas sans avoir jeté un malicieux coup d'œil sur Eugène. Le dîner était servi. Rastignac donna le bras à madame de Nucingen qui le mena dans une salle à manger délicieuse où il retrouva le luxe de table qu'il avait admiré chez sa cousine. Les jours d'Italien, dit-elle, vous viendrez dîner avec moi et vous m'accompagnerez. Je m'accoutumerai à cette douce vie si elle devait durer, mais je suis un pauvre étudiant qui a sa fortune à faire. Elle se fera, dit-elle en riant. Vous voyez, tout s'arrange. Je ne m'attendais pas à être si heureuse. Fin de la 14e section.